Je lui ai demandé, sur les 15 dernières années, est-ce qu'une seule fois il n'avait pas payé son loyer? Et il m'a dit, mais jamais. J'ai toujours payé mon loyer en temps et en heure depuis 15 ans. Donc, si je résume, je lui ai expliqué que depuis 15 ans, il savait qu'il devait tous les mois payer un loyer, qu'il a payé. Il avait 900 euros par mois de loyer dernièrement, qu'il payait tout le temps, sans aucune difficulté. Alors que s'il était devenu propriétaire, déjà depuis au moins une dizaine d'années, il serait à mi-parcours d'avoir fini de payer un bien immobilier. Et lorsque l'on a fait son étude immobilière, on s'est rendu compte que pour 820 euros par mois, il allait devenir propriétaire d'une maison avec 20 mètres carrés de plus que l'appartement où il était locataire pour 900 euros par mois. Beaucoup de gens peuvent devenir propriétaires, ne le savent pas. Être locataire, de toute façon, c'est tous les mois donner de l'argent à un propriétaire pour avoir le droit de résider, bien sûr. C'est de l'argent qui n'est pas investi, c'est de l'argent qui est donné et c'est de l'argent qui n'apportera rien dans le temps. Être propriétaire, c'est tous les mois mettre, quoi qu'il arrive, et inconsciemment, de l'épargne. Puisque l'argent que l'on donne tous les mois pour rembourser le crédit, dans le temps, devient une épargne, une trésorerie. Puisque l'immobilier va prendre, quoi qu'il arrive, de la valeur, en même temps, tous les mois, on rembourse une petite partie du capital et des intérêts, mais la petite partie du capital peut être considérée comme une épargne. Que l'on soit propriétaire ou locataire, il faut respecter ses engagements. D'un côté, on est locataire, on paye un loyer. De l'autre côté, on est propriétaire, on paye un crédit. Sachant que des fois, il est même plus intéressant d'être propriétaire que locataire. Si on est propriétaire depuis plusieurs années et qu'on rencontre une difficulté ponctuelle très importante, on a toujours le choix de pouvoir se dire que le bien immobilier vendu, ça solde les prêts, ça permet d'avoir une trésorerie pour pouvoir repartir à zéro et effectivement se relancer sans avoir de dette. Le statut de locataire, si on est obligé de quitter son appartement, on aura toujours bien l'obligation d'aller louer ailleurs et donc on aura toujours une charge, quoi qu'il arrive. Non, être propriétaire ne coûte pas forcément plus cher. Être propriétaire, c'est déjà un acte au départ que l'on a étudié. C'est-à-dire qu'on peut être aujourd'hui dans une maison locataire à 850 euros par mois et devenir dans la même maison, par le biais de certains prêts, propriétaire pour moins de 800 euros. Ce qui veut dire qu'on est en charge moins cher en étant propriétaire que locataire, avec l'avantage d'épargner tous les mois à travers le remboursement du prêt. D'abord, il faut faire une étude, il faut regarder un petit peu si vous êtes dans un concept d'une résidence principale plutôt vers une maison, plutôt vers un appartement, ce qui retient votre attention dans la résidence que vous souhaitez acheter. On part bien sûr de vos revenus, de vos engagements, savoir si vous avez déjà des crédits, pas de crédits. On fait une étude complète. On détermine un budget. Est-ce que vous rentrez dans la case des personnes qui peuvent prétendre avoir un prêt à taux zéro, par exemple? Un prêt encadré par l'État permet éventuellement d'avoir un budget un peu plus important pour obtenir un bien immobilier un petit peu plus important en termes de mètres carrés ou en emplacement. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. D'abord, situer où peut se trouver ce bien que l'on veut acheter par rapport à son travail. Parce qu'effectivement, les déplacements, c'est un coût. Donc, il y a une mesure à prendre. Soit on privilégie un emplacement de résidence principale proche d'un endroit où on aime résider, c'est-à-dire la campagne ou le bord de mer, en privilégiant donc la partie week-end et en regardant et en maîtrisant les dépenses pour se rendre de son futur domicile sur son travail.
soit au contraire, on profite de cette acquisition pour être au plus près de son lieu de travail pour diminuer ses coûts de déplacement. Alors comment on le détermine? Eh bien c'est simple, on prend les revenus, on prend l'avis d'imposition, la composition de la famille, et on regarde quel type de crédits peuvent être apportés et quelle est la limite, sachant qu'aujourd'hui il y a des critères très pointus. En plus, en 2020, un peu plus que d'habitude par rapport à cette crise que l'on vit. Donc, les critères sont le taux d'usure, les 33% d'endettement, tout crédit confondu, maximum, et la référence de 7 années de revenus comme étant la base maximum de montant du prêt qui peut être mis à disposition. Non. Alors, le CDI est fortement conseillé. On peut faire valoir que des personnes, effectivement, n'ont pas de CDI, mais ont des CDD, ou un statut particulier, comme auto-entrepreneur ou comme petit chef d'entreprise ou artisan. On peut donc, dans ces cas-là, faire valoir aux banquiers soit des bilans, quand on est dans le cas d'artisan, soit des avis d'imposition dans le cadre d'auto-entrepreneurs ou de personnes qui soient en CDD, en justifiant d'une période de travail sur les 10 dernières années, par exemple, où on montre que, de manière assidue, le candidat emprunteur a travaillé pratiquement l'intégralité des 10 dernières années en ne s'arrêtant pas. Il ne faut pas se tromper quand on va acquérir un bien immobilier, que ce soit pour une résidence principale, pour faire du locatif, pour faire de la défiscalisation. Il est toujours important de bien choisir l'emplacement où on va réaliser cette opération, que ce soit pour une résidence principale ou pour un bien locatif ou d'investissement ou de défiscalisation, puisque ce qui est important, c'est de toujours penser à la revente du bien. Donc, effectivement, il y a des critères à respecter. L'emplacement est important puisque la valeur d'un bien va plus ou moins évoluer par rapport à son emplacement. Il y a la qualité du bien par lui-même, c'est-à-dire les matériaux et la conception même du bien que l'on va acheter. Et surtout, ce qui est important, c'est essayer de faire acheter, que ce soit un investissement en résidence principale, un bien qui soit au plus près de la valeur réelle du marché. Que l'on fasse attention de ne pas aller sur un bien où le promoteur aurait éventuellement mis le prix au mètre carré vraiment trop cher par rapport à l'emplacement pour diverses raisons. Et donc, c'est notre travail à nous d'être très vigilants à pouvoir faire investir nos clients sur des biens immobiliers dans le respect d'un vrai prix. Quelque chose quand même sur lequel on n'a pas trop discuté, mais qui est important à savoir, c'est acheter, lorsqu'on achète un bien, qu'il soit neuf ou ancien, dans une copropriété, c'est-à-dire un appartement bien souvent, il faut être très vigilant à la qualité de la copropriété et surtout aux charges de copropriété. On a vu, nous, par exemple, des jeunes venir nous voir parce qu'ils avaient eu un coup de foudre pour un appartement sur une résidence, où effectivement, c'était par rapport à leur revenu jouable de financer ce bien, mais on atteignait quand même une limite de charge de copropriété importante parce que ces frais se rajoutent aux frais de crédit. Et là, on était sur une résidence où on n'était pas loin de 200 € de charge de copropriété, alors qu'en temps normal, sur une copropriété plus petite, on est sur une base de 80 à 90 € par mois de charge. Et là, c'était vraiment trop important. On leur a donc déconseillé de faire cet investissement. Plusieurs éléments vont déterminer sa position. Un, d'abord que la demande de prêt ne fasse pas une échéance plus importante que le loyer qui a été assumé depuis les dernières années. Il va donc regarder qu'effectivement les loyers depuis les 5 dernières années aient toujours été payés, que les comptes bancaires ont toujours été bien tenus et qu'en même temps, ce qui est normalement le cas,
les personnes en étant avec des CDD aient pu quand même se constituer une épargne. Alors une accession à la propriété, je dirais, on a ces deux réflexions différentes. L'ancien, eh bien, on sait que l'on va acheter un bien en fonction de l'antériorité du bien qui va être soit à remettre aux normes, aux nouvelles normes par rapport à ce qui est demandé aujourd'hui. Donc ça engendrera automatiquement des travaux. Et en même temps, les frais de notaire ne sont pas les mêmes. Si on achète dans l'ancien, il faut savoir que les frais de notaire aujourd'hui dans l'ancien sont à peu près de 8,5 à 9% du prix du bien. Quand on achète dans le neuf, on a ce que l'on appelle des frais de notaire réduits. C'est-à-dire on part sur des frais de notaire aux alentours de 2,5%. On a aussi la chance d'avoir un bien qui bénéficie de la dernière technologie, donc classification au niveau chauffage, isolation au top, donc des charges de fonctionnement tous les jours qui sont très réduites, puisqu'on arrive pratiquement sur des équilibres énergétiques. Et en même temps, on bénéficie de toutes les assurances qui tournent autour pour le gros œuvre. Donc en cas de souci, on peut faire marcher l'assurance. Alors en général, lorsqu'on prend possession d'un bien neuf, on bénéficie de l'assurance décennale sur tout ce qui est gros œuvre, donc 10 ans, et biennale, 2 ans sur tout ce qui est petit équipement de la maison. Pour devenir propriétaire, il n'y a pas d'âge. Tout va être en fonction de ce que l'on a ou pas épargné, de la profession et des revenus. On peut commencer à être propriétaire dès que l'on rentre au bout d'un an de vie active. On peut commencer à être propriétaire même en étant célibataire d'un bien, que ce soit un studio ou un T2. C'est un début d'épargne, puisqu'on va rentrer dans le monde de l'épargne plus vite. Le statut de propriétaire plus vite va faire que l'on va commencer à se constituer une épargne à travers l'immobilier. On peut emprunter et on peut devenir propriétaire à 50 ans ou à 60 ans. C'est-à-dire qu'on peut avoir fait une épargne, avoir constitué une épargne, soit à travers la vente d'autres biens immobiliers, soit en ayant toute sa vie constitué une épargne et en étant locataire à un endroit parce que on n'avait pas cette vision de la retraite ici. Et on devient propriétaire d'un bien dans une autre région ou sur la même région mais à un endroit que l'on a choisi. Et donc aujourd'hui, les banques ont quand même une réactivité pour financer des personnes avec une limite d'âge de 78 à 83 ans. On a eu l'occasion de financer des personnes jeunes, 20, 21 ans, qui faisaient leur premier achat. Ils venaient de rentrer dans le monde du travail depuis 6 mois. Ils nous ont consultés. On a fait un comparatif entre leur loyer actuel et ce que leur coûterait l'acquisition d'un petit appartement T2, et on s'est rendu compte que finalement la charge était équivalente. Et à partir de là, les banques leur ont fait confiance et ils ont pu financer une première acquisition de T2. À certains, on a expliqué qu'il valait mieux qu'ils achètent un bien immobilier un peu moins important pour se garder un peu plus de souplesse dans la vie de tous les jours. Que lorsque l'on achète pour la première fois, on vise plutôt une première acquisition. Il faut peut-être être un petit peu moins exigeant dans la surface et dans l'emplacement, mais surtout considérer que ça permet de faire une épargne qui leur permettra d'accéder dans un deuxième temps à un bien immobilier qui correspond un peu plus à ce qu'ils voulaient. On a régulièrement ce type de client. Que ce soit une personne seule avec 1 200 euros par mois ou un couple avec 30 000 euros par an, on peut devenir propriétaire. Il faut juste adapter le bien immobilier aux revenus des personnes qui viennent nous consulter. En général, on se rend compte que souvent des personnes sont hésitantes. On a eu un cas, par exemple, il y a 2 ans,
d'une personne qui est venue nous voir en nous disant, j'aimerais acheter, mais j'ai peur. Je lui ai posé la question de savoir depuis combien de temps il était locataire. Ça faisait 15 ans. Je lui ai demandé, sur les 15 dernières années, est-ce qu'une seule fois il n'avait pas payé son loyer? Et il m'a dit, mais jamais. J'ai toujours payé mon loyer en temps et en heure depuis 15 ans. Donc, si je résume, je lui ai expliqué que depuis 15 ans, il savait qu'il devait tous les mois payer un loyer, qu'il a payé. Il avait 900 € par mois de loyer dernièrement, qu'il payait tout le temps, sans aucune difficulté. Alors que s'il était devenu propriétaire, déjà depuis au moins une dizaine d'années, il serait à mi-parcours d'avoir fini de payer un bien immobilier. Et lorsque l'on a fait son étude immobilière, on s'est rendu compte que pour 820 € par mois, il allait devenir propriétaire d'une maison avec 20 mètres carrés de plus que l'appartement où il était locataire pour 900 € par mois. C'est difficile de faire un choix entre les deux. Faire construire, c'est une épopée. C'est-à-dire, ça dépend si on fait construire en ayant une bonne maîtrise déjà et une bonne connaissance de l'immobilier. Parce qu'il faut déjà faire la démarche de trouver un terrain. Ensuite, il faut faire la démarche et un choix entre trouver un architecte, un maître d'œuvre ou un constructeur de maisons individuelles. Et la maison, comme par définition, la maison individuelle n'est jamais un produit fini. Donc, à un moment ou à un autre, il faudra quand même aller jusqu'au bout et finir la maison. Avec toutes les surprises, des fois, que cela peut amener. Alors que acheter effectivement chez un promoteur du neuf, là, on signe un contrat de réservation et on est sûr que quoi qu'il arrive, dans 12, 18, 20 ou 24 mois, à terme du contrat, on aura un bien qui est exactement ce que l'on veut, avec une finition comme on l'a décidé, des prestations telles qu'on les a décidées, avec un choix de carrelage, un choix de décoration, de peinture, tel qu'il aura été défini avec le promoteur. Et effectivement, on aura un produit fini avec une clôture, un portillon, du gazon, des arbres. On n'aura pas toutes ces surprises qui viennent des fois se greffer et un coût qui vient se greffer sur une maison que l'on fait construire soi-même. Mais c'est deux actes différents. Quand ils sont bien maîtrisés, il n'y a aucun souci. Mais il faut bien s'y connaître. Déjà d'abord, si on a ce projet de devenir propriétaire, que ce soit dans l'ancien, dans le neuf, et que l'on a une idée vague du projet, mais que la décision est prise de le faire ou que l'on aimerait avoir des renseignements complémentaires pour pouvoir prendre une décision, à savoir si on veut devenir propriétaire ou pas, en fonction de l'entretien, bien sûr qu'il faut venir nous voir, nous consulter, on se déplace, nous sommes présents sur tout le territoire, c'est-à-dire que nous avons un bureau à Paris, nous avons un bureau dans la région de Caen, nous sommes sur Lyon et Bordeaux en principal, mais autant nous pouvons nous déplacer ou les personnes peuvent venir nous voir à nos bureaux. L'idée, c'est déjà de faire ce que l'on appelle un avant-projet, c'est-à-dire expliquer les avantages et les inconvénients de l'ancien, les avantages et les inconvénients du neuf, regarder la structure financière des personnes qui viennent nous voir, et à la fin du rendez-vous, pouvoir leur expliquer ce qui est le meilleur à notre avis, à mettre en place pour réaliser leur projet. Ça coûte rien. Ça coûte rien parce que là, nous sommes dans le conseil à la base. C'est-à-dire que on préfère, tous les professionnels d'ailleurs le diront, que ce soit un notaire, que ce soit un constructeur, que ce soit un banquier, on préfère recevoir ou aller à la rencontre des clients pour faire le point avec eux et pour bien leur expliquer la démarche et le choix qu'ils auront à faire pour qu'ils aient une vraie maîtrise de leur projet et que l'on ne retrouve pas, comme de temps en temps cela nous arrive, des personnes qui viennent nous voir en catastrophe et en nous disant « j'ai signé un compromis, j'ai un délai de 45 jours, ça fait 40 jours que j'ai rien fait, et aujourd'hui j'ai vu ma banque qui me dit que finalement j'ai signé un compromis sur un bien qui est trop important et que je ne trouverai pas de financement. » Parce que
Bien souvent, si c'est le cas, effectivement, le projet a mal été cerné de manière financière, et on se retrouve dans une situation de personnes qui sont aux abois et qui sont plus dans le besoin d'avoir un refus de prêt pour sortir du compromis qu'une personne qui, de manière positive, veut aller au bout d'une action pour devenir propriétaire. Alors pourquoi SIP Financing? Eh ben, d'abord parce que nous, SIP Financing, on est une petite société à structure humaine, qu'on a une vue quand même depuis assez longtemps sur le marché, que l'on regroupe plusieurs étiquettes, puisque on est conseiller en gestion de patrimoine, on est courtier bancaire, nous sommes aussi courtier en assurance. On peut donc faire une étude complète et appropriée de ce que l'on nous demande. On est très réactif, on se déplace, nous sommes très mobiles, puisque nous donnons l'occasion à nos clients soit de nous recevoir à leur domicile, soit de se déplacer sur nos bureaux. Et que nous sommes toujours au fait de leurs demandes, et qu'en même temps, tous les conseils de base, les premiers conseils, les premières réunions, on ne demande jamais d'argent. C'est un service que l'on rend aux personnes.